L'an 1994 et le 2 décembre. À la requête de Bruno Berger-Perrin, bâtonnier sortant et usé de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, j'ai, maître saisissant, huissier de justice à Neuilly, donné assignation à M. Pascal Mayer, bâtonnier entrant et fringant de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, à comparaître le dimanche 1er janvier 1995 à 0 heure au palais de justice de Nanterre, locaux de l'Ordre des avocats, notifiant que, faute par lui de se présenter en personne à cette date, il risque de perdre sa place. Objet de la demande. Attendu que le métier d'avocat est le plus beau métier du monde. Attendu que la fonction de bâtonnier est la plus belle du monde. Attendu que la loi et les usages ne permettent, hélas, pas aux requérants de se maintenir au-delà du 31 décembre 1994. Attendu que, élu dauphin de l'ordre dès le 29 novembre 1993, M. Pascal Mayer a été consacré bâtonnier par nouvelle élection du 28 novembre 1994, attendu qu'il ne peut donc plus y échapper, attendu que le bâtonnier Pascal Mayer, conseil juridique depuis 1971, est devenu, comme nous tous, avocat nouvelle profession le 1er janvier 1992, qu'il a siégé depuis cette date au Conseil de l'Ordre et que le bâtonnier Christophe Ricourt, comme le requérant, ont pu apprécier au cours de ces 3 années les qualités de notre confrère, qui est un partisan convaincu et militant de la nouvelle profession. Que, très jeune, il a mon âge, enthousiaste et compétent, le bâtonnier Pascal Mayer est responsable du service juridique international d'un grand cabinet dont il est membre associé. Que sa qualité d'avocat salarié n'est pas un handicap, mais un atout pour le barreau des Hauts-de-Seine, dont il était naturel qu'il fût le premier grand barreau de France à être dirigé par un ancien conseiller juridique, et dont le caractère de laboratoire de la nouvelle profession se trouvera ainsi accentué. Attendu que cette élection est l'aboutissement logique d'un processus entamé et poursuivi depuis plusieurs années au sein du barreau des Hauts-de-Seine, que la réforme avait été préparée largement en amont par les 2 anciennes professions dans un esprit de collaboration et de bonne volonté exemplaire, qu'elle a été mise en œuvre avec la même ardeur et la même volonté de réussir, tous étant convaincus que la réforme ne devait pas être l'absorption des uns par les autres, mais la création d'une profession réellement nouvelle, produit d'une multiplication et non pas d'une simple addition. Attendu que le requérant ne peut ainsi que se réjouir à l'idée de céder la place au bâtonnier Pascal Mayer, qui a pris très au sérieux son apprentissage de dauphin et à qui il renouvelle toutes ses félicitations pour son élection. Attendu que le requérant s'est efforcé de lui laisser l'endroit aussi propre qu'il l'avait trouvé. Mais attendu qu'à son corps défendant, il a dû au cours de son mandat présider à la création de 2 nouveaux types de cotisations pour faire face aux besoins, pourtant calculés au plus juste de l'ordre, alors que dans le même temps, certains confrères connaissaient une situation financière parfois très difficile, comme conséquence des effets conjugués de la crise, de la surcharge fiscale et sociale et de l'appauvrissement de toute une partie de la population de notre région. Attendu que le barreau des Hauts-de-Seine, âgé seulement de 22 ans, est aujourd'hui en train de franchir brillamment le cap des 1000 avocats, ce qui le confirme dans sa position de 4e barreau de France en nombre. Mais attendu qu'il réunit surtout des professionnels réputés dans tous les domaines du droit,
qui en font le modèle du nouveau barreau, celui du conseil et de la défense de qualité. Qu'à côté de ces forts bataillons de commercialistes et de fiscalistes de très haut niveau, notre barreau compte en effet toujours nombre de spécialistes reconnus en droit pénal, en droit social, en droit de la famille, en droit des baux, en droit de l'exécution. Attendu que le système mis en place pour faire face à la lourde charge de l'aide juridictionnelle fonctionne maintenant sans difficulté, au prix, il est vrai, d'efforts humains, matériels et financiers très importants. Que la défense pénale d'urgence et la défense des étrangers sont assurées quotidiennement dans le cadre d'un protocole de qualité qui fait référence. Que le barreau dispose d'une section de volontaires pour la défense des mineurs qui remplit sa tâche avec ardeur et efficacité sous la houlette du bâtonnier Jean-Luc Rivoire. Que les permanences de garde à vue, auxquelles tous les avocats participent sans exception, n'ont donné lieu à aucun incident notable depuis plus d'1 an et demi. Attendu que la tradition du barreau en matière de défense de la défense et de défense des droits de l'homme est respectée grâce à nos différentes actions à l'étranger, notamment au Brésil et en Afrique. Qu'à ce sujet, les avocats des Hauts-de-Seine tiennent à marquer de la manière la plus solennelle leur entière solidarité avec leurs confrères algériens, qui figurent parmi les premières victimes désignées du terrorisme en leur qualité d'intellectuels, de francophones, de défenseurs des libertés et, très souvent, en leur qualité de femmes. Mais attendu que le barreau joue aussi chez nous un rôle de pionnier en matière d'aide à l'accès aux droits des personnes les plus défavorisées, en donnant au Conseil départemental de l'aide juridique des Hauts-de-Seine l'impulsion décisive qui lui permet de remplir sa mission légale dans ce domaine. Attendu que le colloque de printemps en matière de droit des affaires et la rentrée solennelle, comme celle d'aujourd'hui, figurent parmi les dates qui comptent dans le calendrier du barreau français. Attendu que les avocats des Hauts-de-Seine se réjouissent de la constance des relations privilégiées qu'ils entretiennent avec toutes les institutions du département, qu'il s'agisse de la préfecture, du conseil général, des communes, de la chambre de métier et d'associations de tout type, qu'une mention particulière doit être faite concernant la chambre de commerce et d'industrie, dont je salue le directeur, avec laquelle l'Ordre vient de signer une convention de partenariat exemplaire qui contribue à officialiser et à pérenniser une coopération permanente et particulièrement fructueuse. Attendu que le barreau des Hauts-de-Seine est fortement présent au Conseil national des barreaux, à la conférence des bâtonniers, dans les syndicats professionnels et dans les organismes techniques de la profession, qu'il est de plus en plus sollicité par les médias pour faire entendre son message original, que ce soit par la voix de son bâtonnier pour ce qui relève de la politique générale de l'ordre et de la profession, ou par celle de ses avocats pris individuellement pour ce qui relève des aspects pratiques et techniques de notre métier. Que le barreau des Hauts-de-Seine joue un rôle actif au plan international, au sein notamment de l'Union internationale des avocats, de la Fédération des barreaux d'Europe et de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Que l'un de ses membres, Madame Nicole Fontaine, est premier vice-président du Parlement européen. Que notre barreau contribue au rayonnement de la culture et du droit français par son jumelage étroit avec le barreau de Saragosse. Je salue, mes amis, le bâtonnier Carlos Carnicer Diez et son épouse, dont la présence ce soir en est l'illustration. Par ses envois d'enseignants au Vietnam, par sa participation au relèvement du barreau d'Ukraine. Qu'enfin, le concours de la conférence obtient un succès croissant et que l'audience de ce soir sera l'occasion de révéler au public le talent de ces deux merveilleuses secrétaires 1994. Attendu que tous ensemble, les avocats des Hauts-de-Seine ont donc maintenu et même amélioré de l'ancien barreau tout ce qui méritait de l'être, dans le cadre de la nouvelle profession, qu'ils avaient le devoir, plus encore que d'autres, de faire vivre et exister. Attendu par ailleurs que le barreau des Hauts-de-Seine a donné un élan incontestable à cette nouvelle profession d'avocat et lui a fait accomplir des progrès réels, tant par ses actions propres que par ses contributions à la réflexion collective. Que c'est ainsi qu'il a incontestablement fait œuvre utile dans les domaines de la formation, du salariat, des cabinets interbarreaux, de la déontologie et même du financement des ordres. Mais attendu que pour autant, aucun des grands problèmes que connaît la profession n'a malheureusement encore été résolu.
que la situation est en effet toujours aussi préoccupante en ce qui concerne l'accès à la profession, le statut des avocats collaborateurs, salariés ou non, le périmètre du droit, les assurances professionnelles, le contrôle collectif des maniements de fonds et la représentation nationale. Attendu qu'en tout cas, ce que nous avons réussi ici n'a pu l'être que grâce à la collaboration et à l'émulation des membres des deux anciennes professions, dont la parfaite complémentarité s'est particulièrement illustrée et s'illustrera encore au sein du Conseil de l'Ordre, comme dans la personne des bâtonniers qui auront été successivement appelés à conduire la réforme dans notre barreau exemplaire. Attendu que c'est donc avec confiance que le requérant passera le bâton à M. Pascal Mayer dans la nuit de la Saint-Sylvestre, convaincu que la politique ordinale menée jusqu'à présent dans la continuité sera non seulement poursuivie, mais encore optimisée sous sa direction. Attendu qu'il n'est en effet pas douteux qu'avec son nouveau bâtonnier, le barreau des Hauts-de-Seine sera consacré comme un grand barreau d'affaires et un grand barreau international, sans pour autant renier ses traditions de grand barreau de la défense et des droits de l'homme. Attendu qu'au moment de rendre ainsi son tablier, le bâtonnier tient à remercier tous les membres de son barreau, dont chacun contribue par l'accomplissement consciencieux de son métier à la défense et illustration de la profession d'avocat, et à honorer la mémoire de nos deux prestigieux confrères malheureusement disparus au cours de l'année, M. Claude Collin et M. Raymond Chuilon. Que le requérant ne peut pas ne pas exprimer sa reconnaissance aux membres du Conseil de l'Ordre qui l'ont tellement bien secondé pendant ces 2 années, aux anciens bâtonniers qui l'ont soutenu et encouragé, aux responsables et au personnel des services de l'ordre qui l'ont aidé quotidiennement dans sa tâche. Que le requérant ne peut pas non plus ne pas rendre un hommage public aux confrères et aux employés de son cabinet qui ont réussi à en développer l'activité pendant la même période grâce à leur dévouement, leurs compétences et leur travail. Que le bâtonnier sortant du barreau des Hauts-de-Seine se doit de saluer tous les magistrats, et plus particulièrement les chefs des différentes juridictions du ressort, avec qui il a eu l'honneur de travailler jour après jour, dans une estime et une confiance réciproque totale, pour le bien de la justice et du droit que nous servons tous ensemble. Monsieur Henri Boulard, premier président de la Cour d'appel de Versailles, Monsieur Jean-Pierre Plantard, que je salue, procureur général près la Cour d'appel de Versailles, Monsieur Germain Le Foyer de Costil et Monsieur Jean-Marie Coulon, que je salue, successivement président du tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur Pierre Loncan, que je salue, ancien procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, et Monsieur Michel Serin, premier substitut qui assure depuis plusieurs mois un difficile intérim. Monsieur Jean Tible, président du tribunal de commerce de Nanterre, Messieurs Jean-Pierre Sturbois et Bernard Ekman, alternativement président et vice-président du Conseil de prud'homme de Nanterre, Messieurs Henri Keffeléan et André Mesure, respectivement président et vice-président du Conseil de prud'homme de Boulogne. Que le requérant pensera, non sans nostalgie, à tous les amis qu'il s'est fait au cours de ces dernières années, parmi les responsables de la profession, dont il admire la force et le courage. Au Conseil national des barreaux, sous la présidence magique de Monsieur le bâtonnier Guy Danet, à la conférence des bâtonniers, sous les présidences de rigueur de Monsieur le bâtonnier François Vignancourt, puis de charme de Madame le bâtonnier Huguette André Corret, dans les syndicats professionnels, qui sont le sel de la profession, dans les organismes techniques qui œuvrent si utilement dans l'intérêt général, dans les autres barreaux enfin, à commencer par celui de Paris, sous les présidences diplomatiques de Monsieur le bâtonnier Georges Flécheux, puis pugnace de Monsieur le bâtonnier Jean-René Fartois. Et surtout, amis parmi les amis, chez les membres de la conférence des 100 qui sauront se reconnaître. Attendu qu'enfin le requérant ne peut pas ne pas évoquer ses 3 enfants chéris qui l'ont aidé à vivre, ni celle qui était là il y a 1 an devant lui, souriante, et qu'il aime. Attendu qu'en conclusion,
Ces 2 années de bâtonnat auront été pour le requérant une source extraordinaire de bonheur et de plénitude. Attendu qu'il souhaite au bâtonnier Pascal Mayer de connaître les mêmes satisfactions et lui adresse tous ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette magnifique et exaltante mission. Par ces motifs, voir le dit sieur Pascal Mayer prendre ses fonctions de bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine au jour et heure sus indiqués, sous astreinte définitive d'une année supplémentaire de bâtonnat par journée de retard, voir le dit Pascal Mayer esqualité donner quitus au requérant de sa gestion, sous réserve d'inventaire naturellement, voir constater l'exécution provisoire de plein droit du bâtonnat à intervenir, voir condamner le bâtonnier Pascal Mayer aux entiers dépens, y compris le coût du présent acte de foi, sous toute réserve, et ce sera justice. Je remercie Monsieur le Président de ce tribunal une nouvelle fois de nous accueillir ici chez lui pour cette belle manifestation. Monsieur Francis Charon, je vous remercie d'avoir accepté d'être la victime de notre jeu et je vais tout de suite donner la parole pour l'accusation à Madame Cécile Puyberneau, secrétaire de la conférence 1994. Francis Charon est bon, solidaire des exclus, des handicapés, des vieux, des jeunes, des nourrissons, des pauvres, des malentendants, des malentendus, des aveugles, des toxicos, des artistes, des sans-abri, des agriculteurs. Vos collaborateurs vous dépeignent comme aimables, souriants, accueillants, attentifs, enthousiastes, affables, généreux. Vous en conviendrez. Que reprocher à Francis Charon? Mon rôle est délicat, requérir contre un homme de cœur. Néanmoins, en femme courageuse, je relève ce défi du palpitant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous auriez ce soir l'irréalisable tâche de juger Monsieur Francis Charon, directeur de la Fondation de France, si celui-ci était simplement et uniquement un homme de cœur. Certes, il a du cœur. Néanmoins, au fil des années, il est devenu un expert du cœur. Francis Charon, vous êtes le virtuose de l'entraide. Vous jouez à merveille sur la corde raide de la société. Cependant, vous avez été berné, Monsieur Francis Charon. Et sans le savoir, vous êtes éclaboussé par toute la solidarité business. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Francis Charon a fourni tous les moyens, grâce à sa qualité, à son label, pour que certains misanthropes puissent se forger une promotion personnelle et devenir des escrocs du cœur. Ainsi, il se rend complice par fourniture de moyens d'une véritable comédie de la philanthropie. Être le directeur général de la Fondation de France n'est pas une mince affaire. La Fondation de France met sous son aile protectrice des associations les plus diverses, tambourinant à sa porte, et elle les subventionne. C'est par l'intermédiaire de son directeur général qui comparaît ici devant vous que la Fondation de France veut aider absolument tous ceux qui veulent aider. Reprenons. Elle aide ceux qui veulent aider, ceux qui ont besoin d'être aidés ou qui veulent être aidés sans pour autant être aidés, mais en voie d'être aidés. J'entends déjà vos sacs s'ouvrir pour chercher un cachet d'aspirine. Je sens déjà l'auditoire se questionner sur le fait de savoir si Francis Charon est un énarque du cœur, quelles études a-t-il fait, combien gagne-t-il, et se pousser du coude en se murmurant
qu'est-ce qu'on va se barber? Et en plus, on va nous demander du pognon. Ne partez pas, cher auditoire, je suis là pour vous protéger, comme je l'ai toujours fait. J'ai donné des consignes très strictes aux services d'ordre, qui sont prêts à intervenir immédiatement si Charon sort un tronc pour passer dans les rangs. Et au surplus, ne soyez pas pressés de rentrer chez vous, puisqu'après la soirée contre le sida, comme si on pouvait être pour le sida, le Téléthon est sur les starting blocks ce soir. Eh bien, oui, rendez-vous, cher auditoire, vous êtes cernés par la solidarité. Je reconnais que le parquet a de multiples défauts, sauf celui d'être candide. Telle Madame Irma, je lis clairement dans votre jeu, Monsieur Charon. Ce soir, vous tentez de faire habilement, en définitive, une concurrence déloyale à la chaîne de service public en clamant que votre fondation est d'intérêt général. Intérêt général, puisque Francis Charon a pour spécialité les hommes, les femmes et les enfants sur le sentier du cœur. Déjà tout petit, Francis Charon aimait aider son prochain. Il portait les commissions aux vieilles dames du quartier, récompensées à grand renfort de baisers qui piquent et de sucre d'orge. Rassurez-vous, les sucreries étaient immédiatement portées par ses soins aux 17 enfants Koulibaly qui vivaient misérablement en compagnie d'une colonie de cafards dans une caravane miteuse avec uniquement 10 paillasses pour le coucher. L'argent envoyé par sa marraine pour ses anniversaires était reversé immanquablement à la mère Koulibaly, usée par sa 18e grossesse, afin que ses enfants cessent de jouer au lit musical chaque soir sur l'air de « Misère, misère, quand tu nous tiens ». C'était l'époque où Francis Charon pratiquait ses béats en artisan. L'artisan du cœur vieillissait et ses parents se faisaient du souci pour le choix de sa profession. Il était souvent sermonné par sa famille qui ne comprenait pas tant de générosité, tant d'altruisme. « Pense à ton avenir, Francis », ne cessait de lui répéter sa mère. « Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je te prie pour la 20e fois d'arrêter de lire Les Misérables quand je te parle. » Pour la faire taire, il épousa Hippocrate et se rangea à l'école de médecine. Jeune médecin anesthésiste réanimateur, Francis Charon bâillait allègrement au-dessus des lits de l'hôpital de Poissy sur les vésicules biliaires, les végétations et les prostates fraîchement opérées. Il rêvait d'autre espace que l'hôpital qui se moquait de la charité pour appliquer son art, les opérations à cœur ouvert. Désormais, artiste du cœur, il songeait à un monde où les frontières seraient dissipées, anéanties. Rêverie, monsieur Charon. Dès lors, il raccrocha son masque à oxygène et sa blouse blanche de l'assistance publique et décréta qu'il allait réanimer la société française tout entière en complet veston, Weston aux pieds, à Médecins sans frontières. Il gonfla ses poumons roses de bonnes intentions et expira un souffle puissant d'énergie pour combattre l'apathie généralisée de cette société. Dès lors, le chevalier Charon allait guerroyer pour vaincre ceux-ci en établissant ses camps à New York et Tokyo. Pauvre Francis Charon, abusé par ses 3 camarades fondateurs de Médecins sans frontières, qui ne cessaient de tirer la couverture à eux, partageant des bureaux à peine plus spacieux que la caravane de nos bons Koulibaly, il décida quant à lui d'ignorer les feux de la rampe jusqu'à ce soir. Le tube cathodique était le cadet de ses soucis. Il préférait à cela un solide et sérieux stage de gestion des entreprises pour devenir le grand réanimateur des consciences du genre humain. La Belle au bois dormant, la Fondation de France, qui ronflait en sourdine depuis les années 70, avait besoin d'un prince charmant pour la réveiller. 1992, le chevalier Charon prend d'assaut la Belle pour lui exercer un savant bouche à bouche. Désormais, Francis Charon continue à jouer la carte du cœur, mais il l'abat sur la table de la misère en grand ponte de la solidarité. En cette fin de siècle, de son observatoire social, avenue Hoche, il souhaite créer une société plus démocratique et plus solidaire,
Décidément, vous êtes un grand naïf, vous êtes un utopiste, monsieur Charron, à croire que tout le monde veut aider ceux qui ont besoin d'être aidés, que tout le monde a du cœur, que les hommes tricotent avec entrain la chaîne de la solidarité. Néanmoins, monsieur Charron oublie que cette chaîne est tricotée au point Jersey. Un point à l'endroit, un point à l'envers. On accommode le cœur à toutes les sauces. Les années 90 croulent sous les bouons sentiments roses layettes. En définitive, en écoutant tous ces discours sur la solidarité, monsieur Francis Charron me donne l'impression de vivre dans une vaste chanson chantée par Jacques Lantier, écrite par Pascal Sevran. On saupoudre du cœur sur le gâteau brûlé de la société, c'est l'idée porteuse de ces années 90. Vous étiez un des précurseurs de cette solidarité, monsieur Charron, à grande échelle. Vous avez formé des gens, vous avez tenté un massage cardiaque, mais vos patients, qu'ont-ils fait de cette solidarité? Êtes-vous resté sur un nuage pendant tant d'années pour ne pas vous en préoccuper? La solidarité a été troussée comme une fille de joie pour la seule promotion de quelques-uns de vos prophètes, les entreprises notamment. Le cœur est dans la couleur du temps. Nous vivons des années sociales, soutiennent les journalistes qui sont dans les vents de la société. Dans ce pays où tout s'effondre, où la crise ne fait que progresser, eh bien, le combat de la morosité, de la dépression, n'est pas uniquement le Prozac, l'Exomil ou le Temesta, mais c'est la solidarité bien gérée, bien ordonnée, compartimentée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur Charron a aidé combien d'entreprises, de particuliers, à créer leurs associations, en apposant son label de qualité de la Fondation de France, comme sur les poulets fermiers. En prétextant de bons sentiments, ils sont désormais reconnus et choyés par l'opinion publique. Vos prophètes, à qui vous avez offert les moyens d'exprimer leur soi-disant générosité, se sentent protégés éternellement de la causticité et des critiques. Nos mœurs engourdies doivent puiser au sein de la causticité l'énergie qu'il faut pour déchirer ce joug qui nous étouffe. La fausse gentillesse, le gnangnan généralisé, en un mot, le consensus. Un plaidoyer pour la méchanceté, pour la cruauté, pour l'égoïsme. Voilà des valeurs sûres, intemporelles et réalistes. Le cœur est l'organe privilégié. Certes, il existe des gens qui parlent du cœur comme d'autres parlent du nez. Pourquoi les gens qui parlent du nez tombent dans la plus totale indifférence? C'est juste qu'une campagne ayant pour slogan, au lieu de « soyez cœur, soyez nez », ne déboucherait pas sur beaucoup de dons. Admettez donc, monsieur Charron, qu'il existe en définitive parmi vos prophètes des enrhumés du cœur. Souvenez-vous, monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, en classe de terminale, où nos professeurs nous faisaient ânonner, Pascal a dit « le cœur a ses raisons, répétez les enfants ». Désormais, les élèves sont l'objet d'une confusion mentale, puisque le cœur a ses restos, ses parcours, ses émissions de télé, Téléthon, Sidathon, ses associations, ses bonnes âmes, sa fondation et son marketing surtout. En définitive, le cœur n'aurait-il pas également ses prédatons? Monsieur Charron, vous êtes à la tête d'un vaste observatoire social. Mais du haut de ma chair, je ne vois pas la société sous le même angle. Il n'y a pas un journal, une émission de télévision, de radio qui ne cesse de scander « Faites des actions humanitaires, vous ne vous en porterez que mieux. Fini le mal de vivre, consacrez-vous aux autres et donnez aux autres. Faites du bien autour de vous, bouge-toi, bouge les autres, lève le cœur et surtout haut les mains. » On s'occupe des chômeurs en leur démontrant la joie d'aider les autres dans des associations, bien évidemment pour qu'ils continuent à rester muets et être les Bernardo des oraux de la solidarité. On place les enfants dans des centres où les chérubins sont initiés à l'humanitaire dès le premier âge. Quelle économie! Plus besoin de nourrices, de centres aérés, de jeunes filles au père, mesdames les jurés, vos enfants sont gardés. Au surplus, c'est un moyen prodigieux pour combler le fameux trou de la sécurité sociale. S'introspecter, connaître son moi profond, s'équilibrer en aidant les plus démunis que soi. La psychanalyse a bon marché. Sur le dos des malheureux, tout bénef et adieu Lacan. La solidarité est en définitive le dernier business flamboyant. Souvenez-vous aussi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, il y a 10 ans,
Les entreprises que vous connaissez étaient surpeuplées de grands carnassiers en chemise rayée, bronzés toute l'année et aux dents rayant le parquet. Désormais, les grandes entreprises sont de vraies dames patronesses. On n'y croise plus que des directeurs de la communication entreprise, déambulant en soutane, se prenant pour l'abbé Pierre et qui, au conseil d'administration, évoquent leur marketing social en fermant les yeux pleins de componction pour être plus près de Dieu PDG. Ils ne savent plus quelle bonne cause sponsoriser pour se mettre bien avec le consommateur, comme Kouchner avec les électeurs. Le marketing social me donne, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, des aigreurs d'estomac. Désormais, on ne peut plus acheter un yaourt pour un yaourt. En effet, l'invention du bifidus actif qui nous promet monts et merveilles, à savoir d'être beau de l'intérieur, nous incite dès lors de nous ruer sur nos BA, aux rayons crèmerie des supermarchés. Soyons des bons consommateurs de l'humanitaire. Ainsi, on ne peut plus acheter une bouteille d'eau, une boîte de conserve sans que le fabricant généreux et si désintéressé nous annonce qu'il va reverser une part de ses bénéfices à sa fondation contre les exclus, au SDF. Aux États-Unis, où l'on ne fait généralement pas dans la dentelle, une célèbre marque de crème glacée fait inscrire sur ses emballages: pendant les 5 minutes qu'il vous faut pour manger cette glace, 10 enfants naissent dans la pauvreté. McDonald's aide les enfants dans les hôpitaux. Butagaz soutient les sans-abri. Primagaz gagne la route du Rhum et la caisse d'épargne tente de faire ce qu'elle peut pour les vieux. La société française est obsédée par la misère et la charité. Néanmoins, la combat-elle vraiment? La fiche de paix pour tout le monde, c'est un juste combat, messieurs les généreux. Néanmoins, avoir une fiche de paix n'empêche pas d'être dans le lot des exclus. La pauvreté et les miséreux sont à l'honneur. Messieurs les pauvres, les exclus, levez-vous, on vous mange le peu de laine que vous avez sur le dos. Vous êtes les muses des spéculateurs. La mode elle-même observe du coin de l'œil les pauvres pour se faire de l'argent. Vous vous méprenez, mesdames les jurés. Vous n'êtes plus in. Le carré Hermès, le sac Lancel, vos petits tailleurs sont à mettre au rebut. Je lis votre angoisse, rassurez-vous, vous allez faire des économies. Et un effet auprès de vos amis du bridge du 12 décembre prochain avec un peu d'imagination et de savoir-faire. Les jeunes créateurs ont tout compris. La mode est au grunge. Ils taillent leurs robes dans du matériel de récupération, les soutiens-gorge sont faits de boîtes de conserve à la Jean-Paul Gaultier. Ne jetez plus vos poubelles. Elles vous feront de merveilleux tailleurs à porter en toutes circonstances, même ce soir. Et les capsules de bouteilles, un merveilleux petit collier très apprécié par votre entourage. Votre salon sera désormais décoré d'une délicieuse table basse en carton recyclé, où vous prendrez votre chicorée dans des pots de yaourt multicolores, achetés aux ateliers des bénévoles réunis. Vous aurez dès lors atteint le hit parade de la mode, toute forme de luxe sera bannie de votre appartement, et vous serez en couverture de tous les magazines. Au fait, évitez le bridge pour un bon rami menteur pouilleux. Et si vous dédaignez les cartes, vous jonglerez avec des osselets. Vous adopterez pour lecture de chevet macadam ou réverbère, et pourquoi pas les deux. Dès lors, vous préférerez à point de vue Image du Monde son succès d'année, coin de rue, Image immonde. Bref, la panoplie du popérico ludique. Égoïste, cynique, caustique, vivez désormais cagoulé et caché. Ce n'est plus votre époque. Prenez le maquis au Negresco ou au Georges V. Bon, j'arrête la provocation. Mais n'oubliez pas le trou de la sécurité sociale, à bas la prise de médicaments, vive l'action humanitaire, plus de problème. Par ailleurs, Monsieur Francis Charon, vous avez une image de la jeunesse totalement idéalisée. Vous précisez dans La Croix, journal bien pensant, d'une part que la solidarité est une valeur en hausse, le cœur va-t-il un jour faire son entrée à la bourse? D'autre part que 50% des jeunes donnent leur temps pour le plaisir d'aider les autres et non parce qu'ils sont poussés par la culpabilité ou les grandes valeurs morales. Monsieur Francis Charon, je n'ai pas la même image de la jeunesse que vous. En effet, pour moi, les adolescents sont des petits vieux qui ne se lassent pas de nous déprimer. Pourtant,
On leur laisse un monde bien différent de celui de leur aîné. On leur laisse toute la possibilité de créer, d'inventer, de réfléchir. Ne leur offre-t-on pas le chômage, les guerres du Golfe et de Yougoslavie, l'Afrique qui connaît de multiples plaies sanglantes, le Rwanda? La France, quant à elle, a souffert successivement de la guerre des foulards, de la guerre de l'orthographe, de la guerre du franglais, de la guerre du lait cru. Vu sous cet angle, la France est un pays charmant qui a gardé le sens des vrais problèmes. Vous vous souvenez sûrement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, des montagnes d'indignation qu'avaient soulevées au début de la guerre de Yougoslavie les bombardements sur les murs antiques de Dubrovnik. On a vu une armada d'intellectuels protestant avec vigueur contre l'atteinte à ce patrimoine séculaire. Vous en conviendrez, Monsieur Francis Charon, devant les gens qui ont eu l'indécence d'avoir plus de compassion pour des murs que pour des morts, on est en droit de se demander si parfois certains intellectuels en chemise blanche, retroussés à l'allure romantique, n'ont pas une vieille pierre à la place du cœur. Néanmoins, ils ont pris conscience des massacres, des purifications ethniques, des viols collectifs, afin de tourner un film et de passer une joyeuse semaine au Festival de Cannes. Arrêtons cette mascarade. De votre temps, avec moins que cela, Monsieur Charon, vous eussiez fait une révolution. En définitive, vous vous rendez complice. Nous vous avons vu sur les barricades de mai 68, clamer « De Gaulle, démission !» Effectivement, si vous aviez su à l'époque qu'en 69, le général aurait créé la Fondation de France, vous ne l'auriez que murmuré « De Gaulle, démission !» Ces derniers mois, les jeunes descendaient enfin dans la rue. Frémissement chez les anciens 68ards. Ils protestaient contre le projet gouvernemental du CIP. Allait-on assister à un nouveau mai 68 ? Les protestataires d'aujourd'hui, Monsieur Charon, ne vous ressemblent pas. Hier, à l'apogée des 30 Glorieuses, on voulait faire exploser la société de consommation parce que les jeunes avaient tout à la portée de la main et que les postes étaient à prendre. Aujourd'hui, en pleine crise, les jeunes ne manifestent aucun désir de plastiquer le système, mais descendent sur le pavé pour exiger qu'on les y intègre. Je le répète, les jeunes sont vieux, aucune invention de leur part. Prenons par exemple la fille de mes voisins, Garance, 17 ans. C'est une jeune fille de son époque, elle adore tonton David et surtout grand-papa Mike. Elle se recueille sur la tombe de Jim Morrison avec ses copines, elle passe sa vie à tirer sur des cigarettes d'eucalyptus avec sa bande, arborant un jean trop large et des casquettes de baseball, en prenant l'air, en montant dans le métro Place Pereire, de prendre le train des volontaires de la guerre du Vietnam. Eh bien, permettez-moi de vous dire, mais mademoiselle Garance est un exemple type de sa jeunesse. La solidarité connaît pas. Elle préfère fréquenter ses copines au lycée Condorcet en ponctuant toutes ses phrases de « giga ton pull, giga ton idée ». Et comme la mode est aux banlieues et qu'elles sont sous les feux de la rampe, elle fait croire qu'elle crèche à Gennevilliers plutôt qu'avenue Niel. Le seul élan de générosité de mademoiselle Garance est d'avoir conseillé aux SDF siégeant devant le lycée Condorcet de soutenir au musée du cinéma que le bout de carton sur lequel il pose ses fesses a servi au tournage d'Hiver 54 avec Lambert Wilson. Voyez, Monsieur Charon, mes réquisitions sont très modérées, puisque je ne crois pas que vous soyez accessible à une sanction pénale. Néanmoins, à titre subsidiaire, si la Cour l'estimait utile, je requiers que vous soyez crucifié à la grande messe du 20h. La fondation n'est pas encore passée au journal télévisé. C'est que vous manquez sûrement d'imagination dans ce domaine, Monsieur Charon. Par exemple, à cette veille de Noël, invitez un pauvre pour le réveillon de la Fondation de France. Quelle idée extraordinaire! Mais prenez garde, pour être au top de l'événement médiatique, soyez enfin un bon consommateur de l'humanitaire et adoptez le comportement de ceux que vous subventionnez et dont vous êtes complice. Allez jusqu'au bout.
Choisissez-le bien, votre pauvre, avec circonspection, bien calmement, pas de précipitation, un bon produit de l'humanitaire, un vrai de vrai, un qui renifle, à l'odeur féroce, au teint rougeâtre, carré fontaine, vérolé, arborant un tatouage signé à l'abbé Pierre pour la vie. Sinon, le 20h vous sera condamné. Précaution d'usage, et j'en aurai terminé. Au 20h, évitez, monsieur Francis Charon, également le remèque de Patrick Bruel. La guerre, c'est mal. Le chômage, c'est affreux. La maladie, c'est beaucoup de malheur. La parole est à la Défense, en la personne de Madame Stéphanie Lamy-Bieuville, secrétaire de la conférence 1994. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je n'aurai qu'un seul regret, que l'accusation n'ait pas été au terme de son raisonnement et prenant conscience du peu de fondement de ses griefs, plus humoristiques que juridiques, ait tout simplement abandonné ses poursuites à l'encontre de Francis Charon. Mais c'eût été aussi me priver du plaisir de prendre la défense de celui qui comparaît devant votre cour, accusé à tort dans un procès qui n'est pas le sien. Mais contre qui croyez-vous requérir, Madame l'avocat général? Contre Francis Charon ou contre les dérives d'un humanitaire politisé, médiatisé à outrance? Si je vous ai écouté avec attention, et j'ose l'avouer avec amusement, permettez-moi de vous suggérer que vous confondez manifestement l'accusé avec d'autres personnalités. Ce sont celles qui utilisent les catastrophes humaines pour se hisser en avant de la scène internationale. Vous faites également, me semble-t-il, un amalgame de notions générales et impersonnelles pour justifier des chefs d'accusation plus que contestables. Mais enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, si Francis Charon était l'homme dont on vous adressait un portrait coupé à la serpe, vous l'auriez reconnu. Tous, vous ne m'auriez pas dit, mais Francis Charon, c'est qui? S'il était l'auteur d'interventions médiatisées, vous culpabilisant devant votre assiette bien pleine, vous rappelant que vous avez du cœur et des devoirs de charité, Francis Charon ne serait plus l'illustre inconnu de la Fondation de France. Vous connaîtriez son visage comme celui de l'homme que l'on aperçoit sur toutes les terres desséchées du monde, charriant sur son dos des sacs de riz, le riz de la bonne conscience. Mieux encore, en cette belle journée du Téléthon, il serait là pour solliciter votre générosité à grand renfort de campagnes télévisées et d'écrans géants sur lesquels apparaîtraient les visages des victimes de la maladie. Non, Madame l'avocat général, Francis Charon n'est pas un prédateur du cœur. Et vous ne pouvez pas le confondre avec ceux dont vous faites manifestement le procès aujourd'hui et qui, eux, utilisent l'humanitaire à des fins personnelles. Votre gourou est certes louable lorsque vous faites à juste titre la critique acerbe d'une certaine forme d'humanitaire, en vous exprimant d'ailleurs au nom d'une société qui s'est mise légitimement à douter des véritables convictions de ceux qui se présentent comme les acteurs de la solidarité. Au nom d'une société qui refuse purement et simplement d'être manipulée par des opérations plus que lucratives, destinées à culpabiliser sous couvert d'une prétendue solidarité. Il est également incontestable que l'époque est celle des mélanges des genres et de la publicité, où certains intellectuels ont découvert qu'arpenter d'un pas résolu les hauts lieux de la misère constituait le plus sûr moyen de passer à la télévision et que ne pas en être serait comme manquer un important cocktail, c'est impensable. L'époque est aussi celle de la politique du sans-frontiérisme, de la misère exotique, d'où s'exhale un fumet à nul autre pareil, l'odeur de la bonté, de la sainteté, odeur qui peut devenir écœurante quand l'humanitaire devient une idéologie franchisée.
Et ce, d'autant que l'on assiste à l'irrésistible ascension de l'humanitaire d'État, devenu un instrument de diplomatie au nom du droit d'ingérence. Merci, Monsieur Kouchner. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, qu'est-ce que l'humanitaire? L'humanitaire, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. L'humanitaire, c'est comme a pu l'écrire Ronnie Broman, l'ex-président de Médecins sans frontières, le nom moderne de la lâcheté. Pensez au conflit en ex-Yougoslavie et au Rwanda. L'humanitaire, c'est la seule réponse concrète que nous avons été à même d'apporter. C'est tout simplement l'alibi de la démission du politique. Mais l'humanitaire, c'est aussi l'expression de la philosophie du renoncement, ce que le travailleur de l'humanitaire ne perçoit pas en fin de mois en espèces, il le perçoit en valorisation de toutes sortes. Alors, certains se satisfont de la reconnaissance, d'autres recherchent une position sociale avantageuse, voire un ministère. L'humanitaire devient alors une véritable imposture de bons sentiments qui cache en fait les enjeux de la politique et les ambitions personnelles. Rassurez-vous, Francis Charon, sous couvert d'une institution respectueuse et respectée, ne se prépare pas à une retraite d'énarque dans un fauteuil confortable avenue Hoche, tout en louchant sur le portefeuille de la charité. Non, c'est pas lui. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès d'un autre. Vos réquisitions, Madame l'avocat général, sont visiblement destinées, pour les besoins de la cause, je vous l'accorde, à sanctionner des agissements qui sont étrangers à Francis Charon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous ne vous y tromperez pas. Francis Charon est un inconnu, et il entend bien le rester. Il ne cherche pas à mettre son visage au service de la misère. Dommage, me direz-vous. Avec sa mèche grisonnante et rebelle, il aurait pu à souhait arborer des faux airs généreux et devenir le beau chevalier solitaire des pauvres et des démunis. Mais ce n'est décidément pas lui. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je me pose une seule question. Comment Francis Charon, artisan inconnu de la solidarité, aurait-il pu fournir à d'autres, avides de pouvoir, les moyens de se forger une ambition personnelle, une promotion personnelle et de devenir des escrocs du cœur? Ceux dont le comportement est dénoncé ce soir n'ont pas eu besoin de lui pour commettre leurs crimes. Ils ont grimpé tout seuls les marches de la renommée. Ce n'est pas Francis Charon qui a braqué sur eux les projecteurs de la gloire pour en faire des références de l'humanitaire. Alors j'entends déjà vos interrogations. Si Francis Charon n'est pas celui qu'on vous dépeint, qui est-ce? Francis Charon est issu d'une bonne famille bourgeoise et il a 21 ans, est étudiant en médecine lorsqu'ont lieu les événements de mai 68. C'est pour lui le point de départ d'une réflexion et d'un engagement dans un militantisme d'époque. Mais l'on sait que si mai 68 a transformé la société française, elle a en même temps brûlé un certain nombre de mythes, dont le plus tenace était sans doute l'idée de révolution. L'investissement politique de Francis Charon est donc de courte durée, tandis que certains se servent des événements comme d'un tremplin et parcourent avec ambition les couloirs du pouvoir politique. Francis Charon connaît la désillusion. Alors, après avoir tenu le pavé, puis exercé ses spécialités quelques années auprès des malades de l'hôpital de Poissy, il va préférer éprouver ses convictions sur le terrain et en 78, il part en mission pour Médecins sans frontières. Aurait-il commis l'erreur fatale qui justifie sa mise en accusation? Je ne le pense pas. Je vous l'accorde, Francis Charon était probablement à la recherche d'un autre mythe, celui du French doctor, philanthropique et baroudeur. Mais un médecin n'aurait-il qu'un seul domaine d'action, celui du stéthoscope et de la blouse blanche? Ne peut-on imaginer qu'il a d'autres qualités, qu'il peut, qu'il doit les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, sans immédiatement y voir une ambition personnelle mal dissimulée? Et je ne vois pas comment, mais est-ce le charme de mon client qui me fait perdre mon objectivité? Je ne vois pas comment les qualités d'un homme pourraient être constitutives d'une infraction, voire d'un handicap de nature à le rendre inaccessible à toute sanction pénale. Soyons sérieux. Le choix de Francis Charon
d'œuvrer pour Médecins sans frontières, puis pour la Fondation de France, ne remet pas en cause la conviction de son engagement, la passion de son travail, la générosité de l'homme, sa conscience de l'esprit de solidarité, bien au contraire. Est-ce mal interpréter les faits que de dire qu'il n'y a nulle intention malicieuse dans les agissements de Francis Charon, que son cœur est honnête, pur et généreux? Mais lorsque l'on s'exprime pour le parquet, on ne veut pas croire que l'être humain puisse avoir des bontés. Combien de fois ai-je vu dans les yeux de l'accusation cet air mi-amusé, mi-méprisant qui semble vous dire « Vous êtes jeune et naïve, mais vous verrez plus tard, vous comprendrez. » Alors est-ce être naïve que de croire que derrière les engagements de mon client, il n'y a ni bon sentiment bien appris, ni ambition personnelle, ni même phénomène de mode conjoncturel, éphémère et conjoncturel. La solidarité peut-elle n'être qu'une conviction ou doit-elle inexorablement se transformer en une ambition qui s'appuie sur la détresse humaine pour devenir un instrument de marketing au service d'un seul homme? Permettez-moi d'en douter. Dès que vous parlez d'aide, de solidarité, on vous traite de gnangnan. Et pourquoi ces mots, qui relèvent du seul comportement humain, doivent-ils souffrir de connotations morales, voire religieuses, qui leur enlèvent toute spontanéité? Voyez-vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je crois qu'il existe une part de générosité naturelle chez l'homme. Ou si elle n'existe pas, je crois que ce n'est pas trop contrarier la nature humaine que de tenter de développer chez lui le don gratuit de soi. Et de grâce, Madame l'avocat général, n'adoptez pas l'excès inverse, qui consisterait à plaider pour la méchanceté, l'isolement et l'immobilisme. Vous prôneriez l'exclusion, et loin d'éviter la récidive, vous entraîneriez au contraire la création d'un mouvement réactionnaire qui pourrait bien renvoyer notre président à Baden-Baden. Alors, puisqu'il ne peut rien être reproché à l'homme, Francis Charon serait-il poursuivi en sa qualité de représentant légal de la Fondation de France? Là encore, Madame l'avocat général, vos réquisitions me semblent légères. La Fondation de France est née, elle aussi, à la fin des années 60, non pas par hasard, mais avec l'idée de tenter d'apporter un remède à cette société bloquée en permettant que se réalisent des générosités privées par l'intermédiaire de fondations chapeautées par une institution autonome. André Malraux, grand défenseur de la condition humaine, fut l'un de ses initiateurs, et c'est le général de Gaulle lui-même qui signa le décret l'autorisant à se créer. Le travail de la Fondation de France n'est pas de rendre le monde parfait. Non, Madame l'avocat général, Francis Charon n'est pas un utopiste. Mais il est peut-être d'amener la société, par la solidarité, à opérer un vrai retour sur elle-même et à revoir ses priorités. Et la priorité, c'est certainement le droit des hommes à vivre dignement. Dans ses choix, la Fondation de France cherche en permanence à promouvoir l'autonomie, la responsabilité et la dignité des individus. Certes, ces actions ne sont pas spectaculaires. Elle lance des centaines de petits projets, elle donne son nom, son argent. À mon avis, elle ne sera jamais médiatisée. Les petites actions de proximité ne passionnent pas le public. En revanche, lorsque l'humanitaire est relayé par une publicité efficace qui crée des star systems, l'opinion publique se met à rêver et l'aventure humanitaire devient des plus prisées. C'est fou ce qu'un Touareg est plus chic à aider que le chômeur, le clochard ou le hérémiste. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne crois justement pas que l'on puisse reprocher à la Fondation de France d'être complice d'une véritable comédie de la philanthropie. Elle a au contraire une déontologie qui l'a toujours conduite à se préserver de la télécharité et des scandales de la solidarité lucrative. Elle ne recherche pas l'émotionnel, mais les réalisations concrètes et efficaces. Ces actions sont nombreuses, de la création des points de rencontre que certains connaissent, permettant de faciliter la reprise de contact après un divorce entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde, jusqu'à la réflexion en 92 sur une action favorisant l'accès aux droits dans les banlieues. Que pourrait-on dans ces conditions reprocher à la Fondation et à son directeur? Rien. Votre dossier est bien léger, Madame l'avocat général. Et face à ce désert, vous venez reprocher à Francis Charon d'avoir fourni à d'autres les moyens de se servir de l'humanitaire pour satisfaire des ambitions personnelles?
Vous lui reprochez de s'être rendu complice de comportements que vous semblez même tenté de qualifier d'abus de confiance. Permettez-moi de vous dire que vous faites erreur. Où serait l'élément intentionnel constitutif de l'infraction? Et pensez-vous que Francis Charon aurait un intérêt à se laisser éclabousser par les agissements des mégalos de la solidarité? Aucun intérêt. Et j'irai même plus loin. Francis Charon n'a que faire de ces charlatans. Il n'a pas eu besoin d'eux pour se forger une éthique et œuvrer comme il l'entendait. Il est même la première victime de ce procès que vous lui faites aujourd'hui, Madame l'avocat générale. Alors, je le verrai bien plus pour ma part, assis sur le banc des parties civiles, afin que comparaissent les véritables coupables. Ces absents dont la notoriété vous a, semble-t-il, effrayé au point de ne pas engager de poursuite à leur encontre. Vous pourriez alors requérir, comme vous l'avez si bien fait, et se tiendrait enfin le vrai procès de l'humanitaire devenu escroquerie, où les accusés devraient rapporter la preuve impossible à fournir qu'ils ont toujours agi avec désintérêt au seul service des autres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est pour l'ensemble de ces raisons, et pour bien d'autres encore qui vont vous être livrées par mon client, que vous ne pourrez que prononcer l'acquittement de Francis Charon. Eh bien, ça... Pense. Ajouter, certes, aussi bien, je ne sais pas. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, le monde actuel est ainsi fait qu'on puisse vous accuser d'une part de ne pas être connu, reconnu, adulé par les médias, et d'autre part de participer à une vaste entreprise médiatique de mise sous coupe réglée de la population au profit de l'idole charité relookée années 90 avec fourniture de moyens. Comment ne pas être frappé par une telle contradiction ? Une analyse en profondeur vous permettra, Mesdames et Messieurs les jurés, de faire la part des choses et de donner un verdict basé sur des faits et non sur des allégations. La véritable question que pose l'accusation et qu'a bien relevé la défense est en fait de savoir si l'on peut vivre sans être un homme cathodique, sans être un addict du micro ou un accro du petit écran. Peut-on vivre sans audimat auprès de ses proches, sans faire la joie de la crémière qui peut dire à sa clientèle « je le connais, il passe à la télé », je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais il est connu. Doit-on régulièrement paraître à la page People de Paris Match ou à l'émission de Paul Vermus pour survivre? Nous allons vous démontrer que dans ce monde de communication, où plus rien n'est secret grâce aux vertus de la photocopie, du caméscope, qui ont mis l'information de la plus banale à la plus secrète, à la portée de tous, on peut vivre sans être à la une. Des preuves, me direz-vous? Eh bien, en voici certaines déjà évoquées par la défense. 1968, la bataille fait rage, dans les rues, mon nom cité, point. Les universités en grève, dans ma faculté de Cochin, pas de mention de mon nom, sinon peut-être dans un magazine, une photo, debout sur un tonneau à l'entrée de la fac, mais simplement pour qu'on évite de se bousculer dans les amphis, qui d'ailleurs n'attiraient pas grand monde à l'époque. Quelques années à l'hôpital de Poissy, rien qui ne mérite l'intérêt des journalistes. 1978, arrivé à Médecins sans frontières à l'époque, une secrétaire à mi-temps dans 25 mètres carrés avec un budget à peine suffisant pour boucler l'année. 2 années de présidence qui ne m'ont donné aucune célébrité, puis 10 années de direction générale. Durant cette période, visite de tous les paradis fiscaux de la Terre, Somalie, Liban, Éthiopie, Angola, Afghanistan, Cambodge et j'en passe. Là encore, le même anonymat, alors que l'association se hissait au premier rang mondial des organisations médicales. L'absence de presse ne m'a pas empêché de faire croître en France et dans le monde cet organisme connu sous le nom générique de French Doctor. Ici, me direz-vous, apparaît peut-être une incapacité, voire une déficience. Comment, dans de telles circonstances, ne pas en profiter pour se faire connaître et déjà s'assurer d'un avenir professionnel plus sérieux et plus prometteur? Au lieu de cela, changement de cadre pour diriger la Fondation de France, cette prestigieuse, certes prestigieuse, mais si peu connue, la belle endormie, disiez-vous. Adieu le Zambèze, bonjour la Corrèze.
À ce stade, on peut se poser deux questions. Serait-il un obscur bureaucrate de l'humanitaire, un planqué de la charité, un besogneux de la misère? Eh bien non, je le confesse, aucune fausse modestie, aucun goût pour la grisaille des fades organismes internationaux, mais bien le plaisir du panache, de l'organisation qui tourne et remplit son but, et peut-être simplement la volonté de rester fidèle à un engagement pris lors de mon entrée dans la médecine, celui de servir l'homme qui souffre. Entre le tiers-mondisme et le tiers-mondain, j'ai choisi. Dans son L'éloge de l'ombre, l'auteur japonais Tanizaki nous dit que la couleur de l'ombre a la lueur de la flamme. En effet, l'enthousiasme de l'engagement, la passion du devoir accompli ou celle de faire ce que l'on aime, peut-elle survivre à l'absence de 7/7 ou autre heure de vérité? J'en suis certain. Certes, la presse a son utilité pour lutter contre le silence qui couvre bien des méfaits, des turpitudes, voire des crimes, mais aussi combien de Timisoara, combien de guerres du Golfe, combien de causes portées un jour à la une et le lendemain disparaîtront sans raison. Et pourtant, nombreux sont ceux qui, tels des lucioles, sont venus brûler leur âme sous les spots de la célébrité en proposant la forme plutôt que le fond. Mais vous savez, cette histoire n'est pas nouvelle. Déjà, dans le passé, l'attaché de presse était signe de succès. Laissez-moi vous conter une histoire. Moïse, acculé le long de la mer Rouge, convoque ses généraux et leur dit « Nous sommes perdus, nous sommes acculés, nous ne pouvons rien faire, préparez-vous à mourir. » Lorsque soudain, il voit passer une jeune femme, sac à la main. Qui est-elle? Notre attachée de presse. Nous avons une attachée de presse. Mais oui, vous avez une attachée de presse. Peut-être l'avenir. Il la convoque, la voit, lui demande. Vous savez, on est un petit peu dans le souci. Elle lui dit, mais quel souci? Aucun problème. Vous demandez à la mer de s'ouvrir, vous passez, vous allez de l'autre côté, vous refermez, et tout est bouclé. Il trouve l'idée un peu saugrenue, essaye, vous savez ce qui arrive, se retrouve de l'autre côté, évidemment convoque l'attaché de presse, et lui dit, écoutez, c'est bien. Elle lui dit, oui, c'est bien, mais j'ai mieux. Je vous ai eu 2 pages dans la Bible. Qui sont ces célébrités à qui aujourd'hui on voudrait que je m'identifie? Serait-ce ce nouveau philosophe à la chemise blanche qui a un avis sur tous les problèmes du monde? Ce French doctor qui préfère la politique et trouve l'Europe confortable tout en rêvant à de grands destins? Ou encore ce dynamique président de club de foot pour qui la vie devient soudain compliquée? Ces Icards des temps modernes sont-ils des exemples à suivre pour faire une carrière sous les feux de la rampe? Et la fin, doit-elle justifier les moyens? Eh bien, je réponds non, car il est un concept que certains ont tendance à trop oublier. L'organisme dans lequel on travaille doit être au service des hommes et non pas au service d'un homme. Définitivement, ce choix ne sera pas le mien, et je reprendrai bien la phrase de Chamfort, l'estime vaut mieux que la célébrité, la considération mieux que la renommée, et l'honneur vaut mieux que la gloire. Je plaide donc pour cette partie coupable de discrétion, avec circonstances aggravantes, car il y a préméditation. Mais ceci mérite-t-il une accusation, et a fortiori une condamnation? Serions-nous déjà dans un monde asservi par le joug de la communication? En cas de réponse affirmative, condamnez-moi, et je serai heureux d'être un martyr de la résistance face à une telle situation. En cas de réponse négative, l'accusation, mesdames, messieurs les jurés, ne chercherait-elle pas à vous engager dans le chemin de l'abus de droit, ouvrant ainsi la voie vers une jurisprudence où de futures législations imposeraient à chacun des passages obligés à la radio et à la télévision? La deuxième accusation est plus perfide, car elle mêle l'abus du cœur et la fourniture de moyens dont le seul moteur serait le charity business qui ne se développerait que pour s'auto-générer et alimenter les escrocs du cœur. C'est, Madame le procureur, bien mal connaître ce que sont les élans du cœur, la situation actuelle de notre société et ce qu'est la Fondation de France. Comment ne pas évoquer les années de croissance durant lesquelles l'enrichissement, parfois abusif, des uns allait de pair avec la mise sur le côté d'une frange de plus en plus grande de notre population? Le sans domicile fixe perdait son visage de clodo sympathique pour de plus en plus ressembler à nos voisins, à nos amis, à nos enfants, voire à nous-mêmes. Mais la bombance de ces années masquait l'évolution d'une société qui quittait la période industrielle pour entrer dans un nouveau cycle encore inconnu pour lequel aucun outil opérationnel n'est à notre disposition. Comment
être aussi insensible que Madame l'avocat général, alors que malgré une accumulation de richesses sans précédent dans notre histoire, on compte de plus en plus de laissés pour compte, victimes dus au chômage, mais aussi d'une immense solitude. Que penser de ces vieilles dames si seules, ces vieilles personnes si seules, que penser de tous ceux qu'un handicap, une maladie ou simplement une différence mettent en marge? Que penser de ces pays laissés pour compte dont les ressortissants viennent frapper à notre porte de plus en plus close? Que penser encore des jeunes, et pas toujours ceux des banlieues, dont l'avenir, faute de pouvoir s'accrocher au mot espoir, va se dissoudre dans des paradis artificiels proposés par des marchands de rêve assassins? Le lien social vole en éclats, coupant ainsi les filets de sauvetage sur lesquels on pouvait s'appuyer. Il faut aujourd'hui des ravaudeurs, et nous en sommes. Je m'excuse. Je ne fais pas ça tous les jours. Nous avons quitté l'ère de la dualité. Les bons, les méchants, le diable, le bon Dieu, le monde occidental versus communiste. Les repères manquent, État, Église, école, syndicats, partis, ne procurent plus les valeurs qui traditionnellement cimentaient notre société. Pourtant, il y a de la place pour l'espoir, malgré vos dérisions et vos sarcasmes, Madame le procureur général. Les Français sont plus généreux et souhaitent s'engager plus avant dans des actions de solidarité. En gros et brutalement, l'État n'arrive pas et n'arrivera pas à tout faire. Aussi, je retrousse mes manches, je me rends utile en aidant à résoudre un problème à mon échelle. Cela donne du sens à ma vie et me permet de renouer du lien social, des contacts avec les autres et de me trouver au centre d'un monde qui vit et qui espère. Ce mouvement n'est pas une mode, même si des excès de représentation existent, mais un puissant mouvement de fond. Savoir que la solidarité est pour les jeunes une de leurs principales valeurs indique qu'un changement de comportement se produit. Ils seront les adultes demain, plus adaptés à relever le défi que nous impose la situation actuelle et probablement plus capables d'accepter ou même d'entraîner les changements nécessaires pour redonner cohésion et avenir à notre société. Le rôle de la Fondation de France depuis 25 ans est d'accompagner ce mouvement. Et cela, pas toujours de façon visible, mais souvent de façon efficace. Vous nous accusez de fourniture de moyens, et vous avez raison, car nous avons été créés pour cela. À un moment où l'État pensait plus à faire qu'à faire faire, certains, comme André Malraux, François Bloch-Lenné, Michel Paumet, ont imaginé de donner aux citoyens de larges moyens pour exprimer leur générosité. Fourniture de moyens à ceux qui veulent créer une fondation, laissant ainsi leur nom à une œuvre pour une cause qui les a particulièrement touchés, en assurant ainsi une pérennité pour les actions menées. Oui, nous avons accepté des legs et des donations afin que 400 fondations puissent distribuer prix, bourses et subventions pour aider étudiants, personnes âgées, la recherche scientifique et bien d'autres causes d'intérêt général. Fourniture de moyens encore à des associations dans toute la France dont vous n'entendrez jamais parler, tant elles sont petites mais ô combien actives dans les luttes contre les exclusions grâce à leur contact avec les réalités locales. Mais savez-vous que nous sommes les seuls à agir ainsi, véritable bouffée d'oxygène pour tous ces groupes oubliés des subventions loin des médias et qui n'ont aucun moyen pour le faire? 480 000 donateurs nous accompagnent et nous encouragent par la confiance. Vous avez là affaire à une organisation de malfaiteurs dont certains, je suis sûr, sont dans la salle et qui probablement, et je l'espère, sont prêts à récidiver. Fourniture de moyens encore, nous l'avons dit, lorsque nous avons décidé d'aider au développement et à l'organisation de la vie associative. En effet, tous ces gens dont j'ai parlé qui veulent s'engager doivent pouvoir le faire dans des conditions de plus en plus professionnelles afin d'utiliser au mieux l'argent des donateurs. Méfiance. La transparence gagne, l'efficacité aussi, mais nous voilà revenus vers ces professionnels de la charité dont vous brocardez l'existence. J'ai peur, Madame l'avocat général, que ce soit pour la démocratie le prix à payer pour qu'elle retrouve vitalité, espoir et peut-être même avenir. Ces empêcheurs d'ignorer en rond, ces détecteurs d'inégalités, ces militants des droits de l'homme, ces ouvreurs de portes sur un monde que l'on voudrait ne pas connaître, nous les soutenons. Certes, pas tous, car nous n'en avons ni la vocation, ni les moyens, mais nous en avons la volonté.
du haut de nos 25 ans, nous avons ouvert, bien sûr avec d'autres, des brèches dans les législations, nous avons attaqué des forteresses administratives et surtout secoué des comportements figés d'un autre temps. J'ai même vu certains de vos collègues participer au colloque que nous avons organisé sur l'accès aux droits dans les quartiers défavorisés, sujet qui, semble-t-il, est pour le moins source de débat. Vous évoquiez le nom du général de Gaulle. Pensez-vous qu'il aurait, dans un moment de faiblesse, laissé se mettre en place une organisation dont l'objectif serait la fourniture de moyens? Je vous pose la question, messieurs, mesdames les jurés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sombrons dans le tout solidaire, du Téléthon aussi d'Action aux autres mailings, d'abord parce que trop de causes sont à soutenir, mais aussi parce que l'argent manque et qu'il est nécessaire de faire appel au public. Mais ceci, paradoxalement, renforce la possibilité qu'a le donateur de choisir une cause à laquelle il est sensible, en lui permettant d'exiger plus de transparence et d'efficacité de ceux qui l'aident. Je ne vous dis pas que ce monde est celui de la vertu. Les articles récents sur une organisation de recherche médicale ou sur une fondation artistique peuvent jeter un doute et semer le trouble dans les esprits. Là encore, pas de manichéisme. Pour diverses raisons, certains se développeront, d'autres disparaîtront, et c'est bien ainsi car personne n'est au-dessus des lois. Tromper ceux qui s'engagent pour des raisons de cœur mérite vos réquisitoires, mais dans d'autres lieux que celui-ci. Nous savons à la Fondation de France que le plus grand capital n'est pas celui de la finance, mais celui de la confiance acquise année après année auprès de nos donateurs et de nos fondateurs. La bataille que nous menons n'est pas celle du toute assistance sous le couvert d'une solidarité naïve et molle, génératrice de bonne conscience, une sorte d'humanitarisme social qui permettrait de s'habituer à vivre avec quelques millions d'exclus grâce à un revenu minimum d'exclusion, sorte de soupape sociale. Au contraire, l'engagement solidaire s'appuie sur l'homme, sur sa capacité de se prendre en charge. Notre action est de lui donner les moyens de garder et de retrouver une dignité, de se trouver en situation d'actif. C'est l'enjeu de cette fin de siècle. Naïf, utopique, me direz-vous, nécessaire et urgent, vous répondrai-je. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les jurés, de faire la part des choses, de ne pas suivre l'accusation dans ces amalgames actives, et pour ces accusations, je plaide non coupable. Merci. Merci, Monsieur Francis Charon. Merci, Mesdames les secrétaires de la conférence. L'affaire est mise en délibéré et je vous propose que nous allions délibérer à côté.